salut à tous, Freuplen TV, ce soir nous sommes en live sur Twitch, on sera bien entendu en replay sur YouTube à partir de demain, on est en continu sur Discord et le lien est dans la description de la vidéo si vous nous regardez sur YouTube, et nous sommes bien entendu comme chaque semaine avec notre ami Nocif. Salut Nocif, comment tu vas? Mais ça va très bien. Et toi, comment vas-tu, Norse? Écoute, magnifique, magnifiquement bien. Comme je te disais, un petit coup de pression parce que j'ai eu une mise à jour de mon PC juste avant le live et ça met toujours un peu le stress. Mais Aïe, sinon, aïe, 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 aïe. aucun problème. Par contre, ce qui ne met pas le stress, c'est le disclaimer. Nous avons revu un petit peu le design et nous sommes de plus en plus professionnels nocifs. Donc on va clairement exprimer ça pour une fois pour toutes et ce sera exprimé de la même manière au début de chaque live. Toutes les opinions qu'on exprime durant nos lives sont uniquement les nôtres et ne représentent en rien les opinions de Blend. On ne fournit pas de conseils financiers. On vous a mis quelques autres disclaimers en dessous, donc n'hésitez pas à les lire. Faites vos recherches, on n'est pas responsable si vous prenez des décisions sur base de ce qu'on dit. Les opinions du chat ne sont pas des opinions officielles. Bref, voilà. Vous passez tout ça en revue. Je ne le referai pas à chaque live, mais je dirai de toute façon les deux premières phrases à chaque live. Pour la suite, qu'est-ce que nous avons au menu de ce soir, Nocif? On a des news en vrac, on aura un point métaverse, on va parler de Deborah Seco. Alors si vous ne savez pas qui c'est, si vous êtes un ignare, tout comme je l'étais il y a à peine 24 heures de cela, n'hésitez pas à rester avec nous. Et on vous fera un petit point sur Upland Kingdoms pour vous expliquer un petit peu où on en est, où on va et ce qu'il y a moyen de faire dans cet écosystème. Nocif, on commence direct avec les news en vrac, on commence direct avec les stock cars. Qu'est-ce qui s'est passé, Nocif, avec ces stock cars? Eh bien, du coup, il y a eu en fait la première représentation, donc, comme promis, donc de ce championnat brésilien de voitures de tourisme, hein. Donc, c'est bien ça la spécificité des stock cars. Ce sont des voitures que vous pouvez trouver dans le commerce, qui sont juste boostées aux hormones, n'est-ce pas? Et donc, du coup, cela dit, en passant, c'est la catégorie la plus fameuse de toute l'Amérique du Sud. Donc, vraiment, c'est la Formule 1 de l'Amérique du Sud. C'est extrêmement suivi. Et donc voilà, donc vous pouviez vous rendre. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, c'était dimanche soir, c'est ça? Ou lundi, je ne me rappelle plus. C'était dimanche soir à 18h30. Voilà, c'est dimanche soir. Donc, vous pouviez vous rendre dans le café Upland de Rio. Et en fait, de vous rendre. Et vous arriviez dans le café et vous aviez l'écran géant qui jouait, oui, qui jouait cette Qui course retransmettait en la course. live, qui retransmettait la course, merci Norse, en live. Donc, c'était la course d'Interlagos. Donc, je crois que c'était la course numéro 5 du championnat, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, du coup, ce Et qu'on il y peut avait pour les chanceux dire. 50 000 OPEX à gagner, j'ai vu. Ah oui, oui, Donc, c'est bien de le noter. exact. Et du coup, c'était pas extrêmement fluide pour tout le monde. Les premiers qui sont arrivés, les 50, apparemment, ont eu une expérience très agréable. En revanche, dès qu'il s'agissait d'être droppé parce que les serveurs bloquent à 50 personnes, hein, et donc après, vous êtes envoyé sur un autre serveur, et apparemment, les autres serveurs, c'était un peu plus compliqué. Moi, j'ai essayé de m'y rendre. J'ai réussi à rentrer, mais ça marchait pas très bien, et Buggy. j'ai été exclu donc j'ai été exclu du café comme ça et puis bon, j'avais pas vraiment le temps donc j'ai pas réessayé mais voilà, c'est déjà donc, comme je te le disais Norse tout à l'heure, on voit déjà quand même une nette amélioration par rapport à donc la première fois qu'on a eu ce genre d'événement qui était pour la Samba School, donc pour le carnaval, où c'était vraiment assez catastrophique, même si voilà, il faut forcément passer par ce genre de petits tests, hein, j'ai envie de vous dire. Mais de toute façon, on le dit à chaque fois, hein, Upland fonctionne par baby step, comme ils aiment le dire. Donc des petits pas de bébé. À partir du moment où il y a une nouveauté qui arrive dans Upland, on peut presque être sûr que ça ne va pas se passer à l'optimal. C'est fait pour. C'est fait pour planter, c'est fait pour faire des tests, des mini-tests à grandeur réelle, et c'est fait pour pouvoir ajuster par la suite et arriver au final avec une expérience plus agréable pour tout le monde. C'est ce qu'on a connu au début dans les releases de ville, si tu te souviens, il y a un an ou deux, il y a 2 ans plutôt, les releases étaient vraiment beaucoup plus laborieuses qu'elles ne le sont pour l'instant. Ces problèmes ont été résolus, je ne doute pas que ce sera pareil pour ce genre d'événement. Exact. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La semaine passée, on vous a fait un petit briefing sur la situation de Upland, de Upex Park Exchange.
Alors, je vais cacher ma cam pour qu'on voit exactement. On vous a fait une petite traduction du message en anglais qui a été posté par le PEX Spark Exchange. Alors, premièrement, je pense qu'on a dit la semaine passée, Nocif, arrête-moi si je me trompe, mais qui faisait partie du DN Pro. Oui, il faisait partie du DN Pro. Mais c'est pas le cas. Euh, c'est le cas, si. Si, Mais c'est si. pas ce qu'ils disent ici. Hmm. Moi, ce que je vois ici, c'est ces commentaires ont permis à notre équipe de se voir refuser notre acceptation en tant qu'UDN Pro. Alors, tu voudrais dire que UDN Pro n'a pas encore ouvert au final? Alors, moi, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'ils ont fait une demande de validation auprès du DN Pro. Cette demande n'a pas été validée. Et donc, ce qu'ils disent là, ici, c'est que les rumeurs comme quoi ils ont été retirés de l'UDN, Ça, c'est faux, oui. ça, c'est faux, de toute façon. Mais selon moi, ils n'ont pas encore été D'accord. acceptés dans l'UDN Pro. Ça, c'est la manière dont moi, je le comprends. Ce qui a... Alors, Vas-y, mais du vas-y. coup, ça voudrait dire que UDN Pro est déjà live et potentiellement il y a déjà des acteurs dedans. Ou bien alors, parce que quand même, j'ai du mal à envisager UDN Pro sans Apex Land, Le PEX sans Spark le Exchange. PEX Spark Exchange, excusez-moi. Mais d'accord, très intéressant. À creuser alors, à creuser. À Voir. creuser. Donc, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le PEX Spark Exchange se dissocie des propos qui ont été tenus par Mossy Jake dont on vous avait parlé la semaine passée, et ils ont tenu à clarifier quelques détails, on va dire. Parmi ces détails, alors déjà, le PEX Spark Exchange n'est pas fermé, ça c'est sûr et certain. Ils ont temporairement désactivé les nouvelles constructions et les dépôts afin de remettre un peu d'ordre dans leur compte, etc. Et à mon avis, ça, ce sera tout à fait bénéfique. Les gens sont toujours en mesure, malgré ce qui se passe, malgré les arrêts de construction, etc., les gens sont toujours en mesure de retirer leurs OPEX, donc il n'y a pas de prise en otage des fonds des utilisateurs. Et dernier point, ils n'ont pas été retirés de l'UDN. Est-ce que Donc, somme toute, des bonnes nouvelles, hein, quand même, hein. somme toute de très bonnes nouvelles en fait, hein. Il y a eu un problème avec un des membres de l'équipe, ils ont traité le problème et voilà. Donc selon moi, il y a rien de bien grave et sur quoi il faille la peine de s'apesantir. Ce Mais qui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je peux pas vous dire de nom, mais je vous avais dit probablement que même si ça crachait, il y aurait sûrement quelqu'un qui serait repreneur. Mhm. Et j'ai bien eu la confirmation cette semaine, dans le cas où il y avait donc une sorte de dépôt de bilan, il y avait un repreneur pour tout à fait un prix absolument raisonnable, hein. Il y a des gens qui sont Maintenant, prêts à reprendre le flambeau pour ce genre de produit, bien évidemment. alors, là ici, ils en ont profité pour nous communiquer une petite roadmap. Alors, dans la roadmap, en tout cas, ils comptent attendre avant de réactiver les bâtiments. Ils vont attendre jusqu'à ce que la toute dernière construction restante soit terminée. Ça va à peu près nous propulser au 15 juillet. Une fois les constructions terminées, ce qu'ils prévoient de faire, c'est de transférer tous les fonds qui étaient sur le compte de Mossy Jake vers le compte bancaire vraiment de l'Opex Spark Exchange, donc le compte que eux ont en interne, leur compte principal. Et à partir de ce moment-là, ils pourront réouvrir les portes et on pourra à nouveau avoir accès au service tout à fait normalement. Est-ce que tu souhaites préciser quelque chose encore nocif à ce propos? Eh bien non, je pense que nous avons fait le tour de cet événement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, on a des nouvelles par rapport à l'hôtel de ville de Londres. L'hôtel de ville de Londres, pour ceux qui ne le savaient pas, bon, ben, ça appartenait à Le Plein Bureau. Oui, exactement. Bon, voilà, il y a une ambulance qui passe, c'est génial. Je n'entends rien du tout, Alors, donc ne t'inquiète pas. ok. Alors, donc c'était une petite épopée, donc on s'est vraiment demandé ce qui se passait. Donc, je pense que bon, pour ceux qui sont intéressés par Londres, vous étiez au courant que donc voilà, il y avait cette propriété qui avait été mintée à l'autre bout de Londres, donc c'est pas du tout dans le périmètre du release, hein, c'est vraiment très 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 loin de tout ce qui est disponible. Donc voilà, ça avait été minté par le plein bureau et c'est tout à fait comment dire, l'adresse de l'hôtel de ville donc actuel de Londres. Dans Donc la vie réelle. jusqu'ici tout allait bien, voilà, tout allait bien et on attendait juste la construction parce que tout le monde bien évidemment attend de pied ferme que l'hôtel de ville soit créé. Puisque c'est par ce biais-là qu'on peut appliquer à des métaventures et tous les services quasiment de plein aujourd'hui.
Donc, quelle ne fut pas notre surprise quand on a vu qu'en fait cette propriété n'avait plus de propriétaire et quand on allait voir dans Apex Land, on voyait que la propriété avait été burn. Mhm. Donc, dans un premier temps, cette propriété donc est redevenue grise, elle n'appartenait plus à personne. Et donc, on s'est tous demandé un petit peu ce qui se passait. Et il y a eu du mouvement depuis ce matin. Ce matin, on a vu que donc en fait, donc la propriétaire avait complètement changé de forme. Alors, elle était toujours sans propriétaire. Et d'ailleurs, normalement, le live comprenait une photo donc de cette propriété, mais sans propriétaire. Et il y a quelques heures, voilà que Plaine Bureau a reminté la propriété. Donc, on peut s'attendre voilà, parce que potentiellement, ils avaient juste mappé de quoi créer le bâtiment, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu d'espace autour pour potentiellement display des choses, on ne sait pas. Oui, Donc parce que voilà, ils là, tu as ont dit que la propriété avait changé de forme, mais elle a surtout changé de exactement. Ouais. taille. Elle fait 1000 Yuppie de plus tout de même, hein. Elle fait quand même 1000 upsquare de plus, donc c'est pas négligeable. Et là, ils ont quasi multiplié la taille par 3 en fait. Exactement. Donc toujours pas de bâtiment en construction. Mhm. Mais il ne saurait tarder, je pense. D'ailleurs, le bâtiment est un bâtiment très, très, très contemporain, tout en verre, un petit peu déstructuré, comme ça va être très, très sympa s'ils reproduisent la même. Exactement. Nocif, tu nous as ajouté cette slide et je n'ai pas eu le temps de t'en parler avant, donc je te laisse la commenter. Ah oui, alors cette slide pas censée être là. Mhm. Cette slide est censée être. Alors là, donc c'est très compliqué de moi de pouvoir expliquer ce qui se passe Je là. C'est reviendrai dessus au moment voulu. voilà, voilà, Ça super. va. Eh Ouais, ben ça serait écoute, top. on part alors sur la présentation de Dapradar. Alors bon, ben, Dapradar, je le montre pour l'info simplement, mais clairement on est sur un plat, un encéphalogramme plat, non pas parce que le Oui, projet meurt, mais parce qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Donc oui, là voilà. c'est tout à fait. C'est tout à fait un plateau hein, sur 30 jours, sur 90 jours Même sur aussi, on voit une. 90, hein, il y a quelques boss, mais il se passe rien, hein, disons-le Voilà, honnêtement. on voit peut-être voilà, une légère hausse sur les 90 jours, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, Ah, non. j'aime On ton reste sur un. positivisme forcené. Mais bien sûr, J'aime ça. il faut. Alors, C'est le nerf de la guerre. pour aller encore un petit peu dans ce sens-là, bon, ben là, on voit clairement il y a pas grand-chose qui se passe. Alors, au niveau des analyses de marché, on a décidé de vous mettre en petit à gauche l'analyse de marché de la semaine passée et à droite, en plus grand, l'analyse de cette semaine-ci. Comme ça, on peut facilement comparer. Bon, bah écoute, j'ai presque envie de te dire, est-ce vraiment nécessaire de faire un commentaire? On est Non, on parce est qu'on peut sur, quand même, on peut quand même noter une chose assez intéressante, je c'est que t'écoute. on voit que les flores descendent, donc sont stables voir voilà à la baisse un petit peu dans les anciennes les villes qui ont été release bien avant Londres, puisque Londres, on voit qu'il y a quand même une petite traction vers le haut, vu que même le prix en dollars donc continue à monter voilà, de Un 50 centimes dollar. à 50 centimes assez régulièrement. Donc on voit qu'il y a toujours cette contraction à Londres qui est intéressante. Voilà. Exactement. Au niveau des plus grosses transactions, alors même système, hein, vous avez à gauche la semaine passée, à droite cette semaine-ci. Bon, ben là, on remarque quand même que au niveau des prix en dollars, moi j'estime qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Londres, ça continue à monter. Là aussi, on voit que les plus grosses transactions montent. À la limite, on pourrait remarquer San Francisco, qui a une transaction en EPEX à 1 500 000. Pour le coup, là, il y a quand même une grosse différence avec la semaine passée. Mais est-ce que tu as un commentaire particulier que tu souhaitais faire? Oui, alors donc du coup la slide qui était avant en fait elle correspond à exactement ce commentaire que je Je vais m'en faire. doute, je m'en Alors doute. ça fait depuis assez longtemps que j'ai pas spoté quelque chose d'assez voilà, on va dire, c'est très intéressant. Je vous explique. Donc, vous voyez donc cette fameuse transaction à 1 500 000 UPEX qui se passe donc à Ingleside Terrace, donc à San Francisco, n'est-ce pas? Donc vous voyez que donc ce n'est pas une collection, que ce n'est qu'un 67 UP2, et pourtant il est parti à 1,5 million. Alors Étonnant. vous pourrez dire qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien alors c'est très simple. Donc North, est-ce que tu aurais l'amabilité de me ramener à la précédente image avec toutes ces Nous y petites voilà. propriétés. Nous y voilà. Donc voilà. Alors en fait, vous voyez la propriété où il y a la croix, là dans le demi-cercle, eh bien c'est cette propriété qui est partie à 1 500 000. Donc a priori, elle n'a rien de spécial. Sauf que, vous voyez de C'est toutes quand même la seule ce... propriété de Blend avec un X dessus, c'est incroyable ça.
Ouais, c'est C'est incroyable. On dirait incroyable, presque ça a été photoshopé, quoi. presque. Donc alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez tout ce bloc-là qui ressemble à une sorte de vaisseau spatial, voilà, les deux parties. Donc le demi-cercle là qui va jusqu'au bout et le petit triangle. Eh bien, tout ça appartient à qu'une seule personne qui s'appelle Kenny. Et en fin de compte, eh bien, la propriété avec la croix, qui appartient à 1 500 000, c'était une des dernières propriétés qui n'était pas tombée encore dans son wallet. Et apparemment, il y a un petit coquin qui a vu le coup venir et qui a pas dû lâcher le morceau. Et ce fameux Kenny a craqué et a acheté cette propriété pour 1 500 000 EPEX. Mais cette propriété, elle n'a rien de spécial, à part le fait qu'elle était extrêmement convoitée parce que cette personne-là a apparemment un projet immobilier, n'est-ce pas? Donc, ça Très bien. peut. Je veux dire, c'est voilà, c'est intéressant d'analyser ça parce que vous voyez à quel point la valeur, c'est quelque chose de versatile. La valeur, voilà, la valeur d'un produit, elle ne se situe qu'au moment où il y a une transaction, où quelqu'un désire le produit, et en fin de compte, voilà, il n'y a pas vraiment de prix, hein, parce que si on regarde le floor de ce quartier, on est vraiment dans un quartier tout ce qu'il y a de plus Banal. normal à San Francisco. Et voir cette propriété partir à un prix déraisonnable comme ceci, ça en dit long sur comment des prix peuvent être formés et comment des hypes peuvent être formés et comment les marchés se forment en règle générale. Je trouve ça très intéressant et j'ai voulu partager ça avec vous. Ça me rappelle ce joueur qui avait acheté une propriété dans le node d'Abdullah, où Abdullah avait Ouais. soigneusement rangé toutes ses propriétés pour que les constructions soient bien alignées. Et si tu te souviens, il y avait quelqu'un qui avait Le acheté une troll. propriété, le troll. Il avait acheté au plein milieu, il avait construit n'importe comment de travers. Et je suis persuadé que c'est un peu le genre de move qu'il a essayé de faire. Mais va-t'en savoir. Va-t'en Non, savoir. c'est vraiment très rigolo. C'est très très rigolo. Dernière slide pour les news en vrac nocifs. Bon, alors du coup, bah, c'est aussi en rapport avec donc voilà le slide sur les floors tout ça. Donc donc je pense que Manhattan est assez représentatif voilà proportionnellement au reste de Upland. Donc voilà, donc c'est à quasiment voilà les floor price depuis le début. Donc vous voyez, c'est bien descendu. Voilà. Bah Donc surtout, c'est surtout voilà, c'est Manhattan. graphique. On le voit bien. Manhattan, enfin, c'est entre guillemets un mauvais exemple parce que c'est vraiment la ville où il y a eu un effet de hype assez violent, où les prix étaient partis à la hausse très très fort, et donc fatalement la correction paraît d'autant plus forte. Quand tu regardes le Bronx, C'est ça. certes tu vois une correction, certes tu vois que les prix baissent, mais Manhattan c'est l'effet à son paroxysme. Exactement. Donc voilà, vous avez les prix en EPEX à gauche et les prix en dollars à droite. Ok. Alors voilà qui clôture déjà les news en vrac de cette semaine. On n'avait pas énormément de news. Et malheureusement, au niveau de dossier, ben, il y a pas énormément de matière non plus. Donc pour ne pas vous laisser en plan, on a décidé de vous parler, de vous faire un petit point métaverse parce qu'il se trouve qu'il y a quelque chose à dire pour l'instant. Et ce quelque chose à dire nécessite un petit peu d'introduction. Et cette introduction commence le 14 septembre 2022. Et ça, c'est une dépêche qui provient directement du site de la Commission européenne. Donc, plus officiel que ça c'est compliqué. Et le gros titre, c'est le plan de l'Europe pour prospérer dans le métaverse. Et donc, on apprenait dans cet article qu'à l'époque, en septembre 2022, l'Union européenne et la Commission européenne investiguaient en tout cas les possibilités, les tendances numériques et les nouvelles technologies telles que le métaverse. Et il y avait une lettre d'intention qui disait que le métaverse était un défi important et qu'il fallait s'en saisir et que l'Union européenne ne devait pas rester en arrière-plan de tout ça. Euh, voilà, ça c'était le 14 septembre 2022. Un petit peu plus tard, qu'est-ce que nous avons? Nous avons il y a 6 jours, c'était il y a 6 jours, c'était le 6 juillet, voilà, c'est ça. Donc le Ouais, 6 c'est la semaine juillet, dernière. on a un article de Reuters, donc, qui est un organisme de presse, je ne retombe plus sur le nom maintenant. Une agence de presse. C'est une agence de presse, c'est d'ailleurs une des plus grosses agences de presse du monde. Encore une fois, une source qui est difficile à contester. Euh, et qu'est-ce qu'ils nous disent là ici? Ils nous disent que selon un député, un chef antitrust. Alors, tu sais ce que c'est exactement un chef antitrust? Comme l'Antichrist, je crois.
Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bref, en tout cas, un acteur de la Commission européenne nous dit qu'il n'y a pas de raison pour lui de contrôler ou de réglementer le métaverse. Ok, d'accord, très bien. Un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit que la Commission européenne nous adopte une stratégie sur le Web 4 et le métaverse. Alors, bon, là ici, je vous fais vraiment une revue de presse des différents articles qui sont parus récemment. Déjà, premièrement, moi j'ai été surpris du terme Web 4, nocif. Ah oui, tout à fait, hein. Bah, d'ailleurs, on en a parlé. Oui, oui, moi, j'ai créé une faute de frappe à la base. Enfin, c'est venu. La première fois qu'on l'a lu, c'était dans un autre article. Mhm. Tout s'est un peu enchaîné assez rapidement. Donc, voilà, c'est un terme qui commence à faire un petit peu plus. Voilà, on ressent une émulation autour de ce terme. Donc, c'est assez rigolo de voir, voilà, comme tu viens de le présenter, les dates. On voit l'accélération tout de même, je dirais. Ah non, en fait, là, c'est. Web3. Pourquoi ils ont mis 2010 Web3? Ça n'a pas de Absolument. sens. Ah non, mais là ici j'ai fait une capture surtout pour avoir les descriptifs. Ah oui, d'accord, parce J'ai que fait. j'avais un autre tableau avec d'autres dates, et du coup, en fait, on voyait vraiment l'accélération. C'est-à-dire que le Web 1, il dure 20 ans, le Web 2, il dure 10 ans, le Web 3, ben, en fait, le Web 3, il arrive, et il y a le Web 4 qui arrive directement, quoi. Mais c'est-à-dire Donc, que le Web 3, il est quand même déjà là depuis un petit temps, hein. Il est juste pas très développé, il est en cours de croissance pour l'instant, mais ça fait quand même un petit temps qu'il est là le Web 3. Alors 2010, moi c'est pas faux. ça me paraît tôt. J'ai l'impression qu'il date un peu à la louche pour faire le Web 3 est né avec le Bitcoin. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais Hmm. auquel cas 2010 c'est même pas tout à fait précis, mais bref. Donc, là, en plus, Web 4 2020, c'est fort de café quand même. Et là, ici, vraisemblablement, dans beaucoup de sources que j'ai trouvées, ils te définissent le Web 3 comme étant un web sémantique qui intègre le big data et les applications. Mais pour moi, Ouais, les applications intégrées. et les applications intégrées. Mais pour moi, le Web 3, c'est pas du tout ça, hein. Mais Non, mais je pense que il faudrait qu'on leur donne un petit cours. peut-être, peut-être. En tout cas, pour eux, le Web 4, en gros, c'est le Web qui intègre l'intelligence artificielle, disons-le clairement. Euh, Je suis pas tout à fait emballé par cette proposition de terme, mais bon, on va l'accepter pour le principe de l'article. Donc en Et il y a gros, on aussi a. Oui, dis-moi. Il y a aussi quelque chose de très important dans le Web 4, sans parler de métaverse. Parce qu'en fait, la métaverse, c'est compliqué, c'est plus un concept, c'est assez étrange. Mais pour laisser la métaverse de côté pour l'instant, le Web 4 est aussi, donc, ce que vous allez entendre de plus en plus parler, c'est l'Internet des objets. Mhm. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'aurez plus de routeur, vous n'aurez plus potentiellement devoir borner à une antenne 5G ou 6G. En fait, c'est tous les objets du quotidien qui vont être de plus en plus en fait électroniques, Connecté. enfin qui seront sur réseau, qui eux-mêmes en fait transmettront en fait le réseau et ce seront des réseaux qui seront gérés aussi donc par l'intelligence artificielle, qui optimiseront les réseaux et qui trouveront en fait de part, en fait, ça créera une toile. En fait, là, on parlera vraiment d'un vrai web, pas forcément de la manière dont on communique, mais un vrai web de la manière dont on va chercher la ressource. Enfin, on va chercher le réseau. Et donc, tous ces objets seront interconnectés et les intelligences artificielles choisiront le passage le plus simple pour arriver donc vraiment à la source donc du réseau. Et a priori, ce serait extrêmement efficient en termes énergétiques et ce serait extrêmement efficient en termes de rapidité d'accès, etc. Exactement. Et Alors donc, je vous verrai ce terme sous IoT. l'IoT, Voilà. exactement. Internet of Things. C'est ça. IoT. Qui n'est pas un concept nouveau non plus, hein. Non L'IoT, plus. enfin, je m'étais intéressé déjà à la chose en 2016, donc c'était déjà pas une nouveauté vraiment à l'époque. Le concept était novateur, mais des entreprises bossent dessus depuis bien longtemps. Bref, Exactement. acceptons ce terme de Web 4 pour les articles que je vous présente là ici. Donc en gros, on a un article qui nous dit qu'il n'y a pas de raison de réglementer le métaverse pour l'instant, et 6 jours après, on a la Commission européenne qui adopte une stratégie sur le Web 4 et le métaverse. Donc là, le terme est quand même placé, Web 4 et métaverse. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de cette stratégie? Donc ce n'est pas une réglementation, hein, je tiens à le préciser. Donc ils nous ont sorti un communiqué de presse qui est sorti le 11 juillet.
Donc, si je ne me trompe pas, hier, c'est ça, nous sommes le 12. Nous sommes le 12, exactement. Nous sommes le 12, exactement. Et cet article s'appelle Vers la prochaine transition technologique, la Commission présente une stratégie pour placer l'Union européenne à l'avant-garde du Web 4 et des mondes virtuels. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous faire la lecture de tout l'article, mais en tout cas, il valide clairement le fait que ce soit un marché porteur. Donc là, ici, j'ai pris une petite citation un peu tirée de son contexte, mais n'hésitez pas à aller lire l'article, hein, c'est toujours intéressant. Donc, où on nous dit que selon les estimations, la taille du marché mondial des mondes virtuels devrait passer de 27 milliards d'euros en 2022 à plus de 800 milliards d'euros en 2030. Donc là, gentiment et calmement, ils sont quand même en train de nous parler d'un x30 en l'espace de 7 à 8 ans. C'est. Exactement. C'est. En sachant que potentiellement beaucoup de projets qui capitalisent aujourd'hui, donc qui prennent donc toute cette ressource financière, sont des projets qui sont un petit peu, on dit bancal ou banco? On dit bancal, hein? On dit On dit pourri. bancal, je pense. On dit pourri, c'est nul, On dit nul. pourri. On dit pourri. Mais du coup, donc il y a beaucoup de projets qui vont, on va dire, perdre donc cette capitalisation et se retransmettre sur d'autres projets. Donc c'est vrai que vraiment, il y a sûrement des projets qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont vraiment énormément capitaliser dans cet entre-temps, en fin de compte. Donc tout à fait excitant de voir que voilà, un organisme aussi gros que l'Union européenne statue sur ce fait-là. Et donc, au niveau de cette stratégie, parce que là, vous me direz, on parle de chiffres, etc., mais l'article parlait quand même d'une stratégie. Donc, j'ai pris les 4 points. Alors, je vais être ultra schématique, hein. Le but, c'est pas vraiment de faire une revue de presse sur le métaverse, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous en parler. Voici les 4 points de la stratégie de l'Union européenne. Donc, on a un premier point qui nous parle de donner aux individus les moyens d'agir et renforcer les compétences pour favoriser la sensibilité et l'accès à des informations dignes de confiance et constituer un réservoir de talents de spécialistes du monde virtuel. Alors là, je vous laisse jeter un petit coup d'œil au GIF que j'ai mis à côté parce qu'il représente assez bien ce que je pense. Mais peut-être que vous voyez du sens à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu du langage creux tout ça. Mais là où ça devient un peu plus intéressant, c'est après. On a une des entreprises, un des points, un des piliers de la stratégie qui se base sur les entreprises. Et là, ce qu'ils souhaitent faire, c'est soutenir un écosystème industriel européen du Web 4 afin de développer l'excellence et de remédier à la fragmentation. Ça, personnellement, je suis très heureux de voir que le Web 4 est pris au sérieux et que les industries qui vont vouloir s'y lancer vont être accompagnées et vont avoir des incitants vraisemblablement pour le faire, ou au moins des aides, ou au moins de l'information, ou enfin, vous avez compris, de l'accès à des facilitants. Ça, c'est très très bien. Troisième point, les pouvoirs publics. Alors, les pouvoirs publics, c'est soutenir les progrès sociétaux et les services publics virtuels afin de tirer parti des possibilités que peuvent offrir les mondes virtuels. Pour moi, ça fait sens. Nocif, je sais pas si tu veux commenter quelque chose, mais à partir du moment où le Non, mais métaverse prend vraiment voilà, de comme tu le l'ampleur, dis. moi, ça, c'est juste normal que les services publics se développent dessus. Et le dernier Tout point, à fait dans la suite logique des choses. exact. Et le dernier point qui pour moi est le plus intéressant parce que ça va nous permettre de faire un lien avec ce dont on parlait la semaine passée, c'est élaborer des normes mondiales portant l'ouverture et l'interopérabilité des mondes virtuels et du Web 4 pour éviter que ces derniers ne soient dominés par quelques grands acteurs. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Nocif, mais moi, ça m'évoque en plein l'IWPS dont on parlait la semaine passée, qui est le standard poussé par OMA 3 pour créer l'interopérabilité et l'interconnectivité des métaverses. Exactement. Et puis, sans aller jusqu'à la politique, la décentralisation. C'est-à-dire que oui, on pourrait avoir des plateformes qui recueillent un petit peu toute l'activité. En revanche, l'activité sera quand même bien séparée par une multitude de différents acteurs économiques avec très peu de chances que tout soit à la longue recentralisé, puisqu'il y aura, on ne sera pas sur l'ancien modèle d'Internet, on sera sur quelque chose de nouveau qui ressemblera beaucoup plus à comment l'économie tourne aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, vous me direz, il y a des énormes acteurs qui mangent le marché, mais tout de même, on n'est pas dans le monde, même s'il y a des énormes groupes, on n'est pas quand même encore au stade où trois boîtes se séparent à l'Internet, quoi. Se partagent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis assez surpris de voir le narratif que l'Union européenne met en avant. Je n'attendais pas spécialement l'Union européenne sur des notions d'ouverture, sur des notions d'interopérabilité, etc., qui sont
qui sont des sujets très Web3 en fait, hein, très crypto dans l'esprit. Mm. Donc je ne les attendais pas là-dessus, mais je suis content de voir qu'ils y trouvent un intérêt et qui portent un peu la chose. Maintenant, Je pense qu'avec du recul, ils ont dû petit à petit, ou alors peut-être qu'ils l'avaient vu dès le départ, mais se rendre compte que, euh, eh bien, en fait, il n'y a pas mille solutions. Si en on fait, veut voir la métaverse arriver et quelque chose voilà, un nouveau biais de communication et d'interaction économique, etc., très complexe comme ce que l'on nous vend avec le métaverse, il faut passer par ces schémas. Et aussi incroyable que cela soit voilà, dans notre monde aujourd'hui. je pense en fait que la Commission européenne a pris acte de ce qui s'est passé avec le développement d'Internet. Ils ont laissé des gros acteurs s'accaparer tous les droits sur l'Internet et je pense qu'ils n'ont pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc, selon moi, c'est une très bonne dynamique, c'est un très bon move et on verra en tout cas ce que ça va donner. Mais je trouve que OMA 3, avec leur proposition d'IWPS, est particulièrement en accord avec la philosophie que semble avoir l'Union européenne. Oui, ils sont dans le bon timing. Et, Alors, ils sont très bons au niveau timing, ils sont très bons au niveau philosophie, parce qu'il n'y a pas que l'interopérabilité et l'ouverture, hein, il y a également les progrès sociétaux, il y a le soutien à l'écosystème industriel, enfin, il y a pas mal de choses où, à mon avis, ils vont trouver des terrains communs. et ce qu'on peut noter aussi, qui est aussi tout à fait du même acabit en termes d'incroyabilité, c'est comment la Chine est en train de se positionner aussi sur le Web3. On voit qu'elle entame la même démarche en fait que l'Union européenne, donc c'est encore plus incroyable et pourtant c'est en train de prendre effet. Donc vraiment très excitant d'être dans l'écosystème et on a vraiment hâte de voir voilà ce qui va se passer, hein. Maintenant, si comme moi vous êtes dans cet écosystème depuis quelques années, je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on va attendre que tout ça se mette en place pour voir comment c'est mis en place, comment c'est structuré exactement, parce que les beaux effets d'annonce sont fréquents, mais la réalisation peut parfois être décevante. Donc attendons un peu de voir comment tout ça va se mettre en place. Mais dans tous les cas, Plan prendra le relais s'il y a un problème. Exactement, exactement, exactement. Et dernière petite news sur le métaverse que j'ai trouvé assez surprenante finalement. On a un rapport de Dapradar qui nous dit que le secteur du métaverse détiendrait 43,68% de tous les investissements du Web3. Et ça me paraît absolument délirant. Ça l'est. Je t'avoue que je ne... Alors, soit ça veut dire que le Web3 est finalement un très petit marché, soit ça veut dire que le métaverse prend beaucoup plus de place que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, je trouve la news assez surprenante. On est quasi sur la moitié du marché qui est Hmm, capté par le métaverse. Et ça, c'est exactement. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans toute sorte de révolution, les personnes qui ont le nez, on va dire, que ce soit des petits acteurs ou des gros groupes, ont tendance à faire profil bas tant qu'ils le peuvent, en fin de compte, puisque c'est la meilleure moyen de capitaliser et de construire, on va dire, avant la hype et avant qu'il y ait trop de concurrence et trop de législation potentiellement aussi qui s'immiscent dans tout ça. Donc, euh, donc peut-être que là, ce qu'on voit, bah, c'est un chiffre qui montre que quand même le secteur n'est pas aussi donc à l'abois qu'on pourrait le croire en fin de compte. exact. Voilà qui clôture en tout cas les news qu'on a repérées sur le métaverse. Je vous propose maintenant de passer à qui est Deborah Seco, Nocif. Est-ce que tu avais déjà entendu parler avant Upland de Deborah Seco? Pour être tout à fait honnête avec toi, eh bien non. Mais en fait, je pense Mais que c'est le cas d'absolument tout le monde, en tout cas dans nos contrées. C'est une actrice brésilienne. Donc, si vous regardez là ici, je vous ai fait une petite capture de sa filmographie. Clairement, c'est une actrice de séries télévisées et de feuilletons. Donc, je pense que, à moins d'être brésilien ou d'avoir un accès à la télévision locale, je pense que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas connaître. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'on ne la connaît pas
qu'elle ne pèse pas dans le marché de l'influence. Et si vous regardez ici tout en dessous, on a allez, je vais dire l'entête de son compte Instagram, où on voit qu'elle a quand même 26,2 millions de followers. Donc on n'est pas sur moi, quoi. On est quand même sur quelqu'un qui a un peu d'influence sur les réseaux. Et si vous êtes un petit peu observateur, eh bien vous aurez remarqué que cette personne a un t-shirt Upland. Donc Nocif, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Déborah Seco et surtout qu'est-ce qu'elle fait avec un t-shirt Upland? Et je vais, pendant que tu nous expliques ça, mettre la petite news que nous avons traduit avec un traducteur. D'ailleurs, je l'ai lu tout à l'heure. C'est traduit parfois un peu aléatoirement, mais vous comprendrez très bien de quoi il s'agit. Et de toute façon, Nocif va vous expliquer ça. Je t'écoute, Nocif. Que se passe-t-il? Alors, déjà, dans un premier temps, alors, il faut savoir que sur son compte Instagram, elle a déjà posté du contenu Upland, enfin, les photos avec le t-shirt, etc. Donc, elle commence déjà à faire la promotion de Upland. Donc, ça, c'est une chose. Donc, inutile de vous dire que c'est quand même un gros événement parce que je pense que c'est la personne la plus publique jusqu'à présent, voire encore plus que les personnes qui représentaient la NFLPA pour Upland, on va Il y a dire. Cathy Hackle aussi. Il y a Cathy Hackl aussi. En tout cas, dans les Euh, grosses pointures qui représentent Upland, elle rentre directement sur le podium, on est d'accord. Mais Cathy Hackle est quand même. Alors, Cathy Hackl n'est pas aussi suivie sur les réseaux. Cathy Hackl est dans une niche. C'est une personne qui est quand même pas extrêmement connue, on va dire. Elle est extrêmement connue, mais c'est potentiellement la personne la plus publique donc, de tout le domaine donc Web3, on va dire. En revanche, sur les réseaux, si vous regardez son compte de Twitter, Instagram, c'est pas. Voilà, elle a une aura qui est extrêmement précise. Elle n'est pas du tout mainstream, loin de là. Donc, ça, on peut le noter déjà. Ensuite, oui, pour les personnes de la NFLPA, c'est vrai que si on regarde, ils ne capitalisent pas du tout ce que cette chère Déborah arrive à capitaliser en termes de followers. Donc ça, on peut dire, je pense que c'est une première pour Upland. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc bon, c'est une fois, bon, ça va pas être une niche, hein, le Brésil n'est pas une niche, hein, ça représente quand même 230 millions de personnes, hein, le Brésil. Donc on est quand même sur un bon petit pourcentage de la population mondiale. En revanche, voilà, comme vous l'avez bien compris, c'est une actrice de telenovela qui est quelque chose de très spécifique à l'Amérique latine et voilà, elle n'est pas connue outre-Atlantique ni, je pense, en Nord-Amérique. Ce que l'on peut dire, quel est cet événement? Qu'est-ce qui se passe avec cette chère Déborah? Alors, on va pouvoir séparer les annonces officielles pleines, donc ce que l'on ne peut pas remettre en question, et ce que l'on a réussi à trouver donc en termes d'articles sur Internet et ce que l'on pourrait attendre. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que c'est un magazine qui est tout à fait voilà, légitime et a priori, vous pouvez tout à fait vous attendre à ce que ce qui a été annoncé dans l'article arrive petit à petit dans Upland. Donc Upland fait une annonce donc, sur Twitter tout à fait ce qu'il y a de plus normal et très peu hypé, on va dire, c'est que cette personne donc, qui a un très bel aura sur les réseaux est un Uplander Pro et a une propriété dans Upland et que si vous voulez vous amuser à être son voisin dans la métaverse, eh bien, vous savez où aller chercher. Donc, on va dire, voilà, l'annonce d'Upland elle s'arrête là pour l'instant. Ce que nous avons trouvé, en revanche, via bien, bien, bien plus loin et est extrêmement intéressant. Mais à On voit prendre avec des que pincettes dès lors. voilà, apprendre avec des pincettes. Donc du coup, en fait, cette personne sera connue, on va dire, dans l'univers Web3 à travers son avatar qui s'appelle Debidry. Cet avatar, ça va potentiellement être un des premiers avatars qui ne sera pas en fait un avatar personnel, mais en fait une copie digitale, mais une vraie copie digitale de cette personne qui sera donc en fait représentée par son IA, une IA personnelle. Donc, alors, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des IA personnelles, on va dire, des IA, comment on pourrait rappeler ça, quoi? Des IA, je ne sais pas, je sais pas s'il y a un terme vraiment pour cela, mais je vous explique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sera, vous n'aurez, si vous rencontrez potentiellement des Bidrive dans le métaverse, vous pourrez parler à quelqu'un, en fait, vous pourrez parler à une entité qui vous,
paraîtra potentiellement humaine. En revanche, ce sera une IA qui aura été entraînée sur en fait les données et la manière voilà, de voir les choses, de s'exprimer, les grandes voilà, courants de pensée de cette personne, enfin la manière dont elle voit un petit peu les choses. Donc, c'est-à-dire l'IA est entraînée avec cette personne. Elle vampirise un petit peu, on va dire, toute la connaissance de cette personne pour essayer de reproduire quelque chose qui se rapproche le plus en fait de Déborah. Euh, et cette IA, donc cet avatar qui est Debbie Dry, sera potentiellement dans Upland un. Peut-être que pour l'instant ce sera la première, peut-être qu'il y en aura d'autres après, mais sera un des guides d'Upland, en tout cas pour la communauté brésilienne. Et en fin de compte, vous pourrez, quand vous rentrerez en contact avec cet avatar, alors comment, je ne sais pas encore. Ça, c'est très difficile de vous le dire aujourd'hui. En revanche, vous pourrez lui poser tout un tas de questions sur Upland, sur les fonctionnements, voilà. Je pense que il y a un petit moment où vous avez dit que ça serait rigolo que Miles soit en fait une IA et qu'en fin de compte, on puisse rencontrer Miles et qu'il ait tout le savoir de Upland et qu'on puisse converser avec lui pour voilà, avoir au lieu d'aller regarder des tutos, au lieu d'essayer voilà, de rencontrer des gens dans la communauté, ce qui est une très bonne chose, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui peut avoir un peu de friction et puis on peut avoir des informations qui ne sont pas tout à fait véraces. Là, on pourrait avoir accès voilà, à une IA qui a tout le savoir de Upland et qui vous répond sur les grandes lignes et sur des stratégies et peut-être sur des histoires, etc. Et donc, voilà, nous arrivons à ce stade déjà, potentiellement, une fois de plus, il faut le prendre avec des pincettes, vu que c'est un article qu'on a trouvé. Mais on voit que voilà, il y a ce développement. Et ce qu'on peut noter, c'est que vraiment, c'est très, très, très cool, puisque on voit que Upland intègre apparemment une IA qui est quand même. C'est vrai, on est sur une qualité d'IA qui est quand même assez high standing, quand même, pour représenter quelqu'un et un petit peu la manière dont elle parle, elle s'exprime et un peu ses pensées et ses visions sa vision des choses. Donc voilà, on en est potentiellement déjà là dans Upland. Inutile de vous dire ce que ça peut créer, pas pour nous forcément, puisque comme voilà, on vous l'a dit, cette personne-là, elle ne nous évoque pas grand-chose. En revanche, au Brésil, c'est une personne publique. Et si elle continue à faire la promotion et elle se retrouve à être autant impliqué dans Upland que ce qu'il peut paraître, donc dans cet article-là. C'est un grand pas pour Upland et voilà, c'est une très bonne chose pour nous tous, a priori. Maintenant, ça pourrait aussi vouloir dire qu'à partir de maintenant, Upland va, pour chacune de ces communautés, essayer de trouver une personne emblématique de cette communauté pour la digitaliser et en faire un guide spécifique à la communauté. Exactement, Donc tu pourrais te exactement. retrouver, je sais pas, avec George Clooney qui va diriger les Américains, avec Stéphane Bern qui va diriger les Français. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il pourrait y avoir. Come on, come on. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Il y a mieux quand même. non, Oh. non, je blague, mais enfin, Même j'adore, hein, j'adore Stéphane Bern, mais je pense qu'on peut trouver mieux quand même. mais vous comprenez l'idée en tout cas. Donc intéressant en tout cas ce partenariat parce que clairement, au vu des photos, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, c'est un partenariat, hein. Oui, et puis la manière dont elle s'est exposée donc sur Instagram, je vous invite à aller voir donc son compte Instagram qui s'appelle donc Dédé Seco. Allez voir, vous verrez, c'est un des derniers posts. Donc voilà, elle a toute une série de photos. Et voilà, on vous a pas, je crois qu'on ne vous a pas spécifié ça, c'est que tout ça a été un peu découvert et annoncé donc lors donc, de la course de stock car qui a tenu Qu'il y a eu place dimanche. à Interlagos. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à gauche, donc on voit bien que c'est un avatar, hein, quand même que c'est quelque chose de numérique sur la photo du milieu. En revanche, à gauche, c'est un peu moins clair et c'est aussi son avatar à gauche avec le petit crop top rose, n'est-ce pas? Mhm. Ok, bon bah écoute, on va suivre cette histoire parce que moi je suis assez curieux de savoir si ça va se vérifier et si elle va réellement devenir un guide. Euh, Passons sur Upland Kingdom. Qu'est-ce que tu nous as mis? J'avais pas vu que que t'avais rajouté. J'ai mis du content. Ok, d'accord, très bien. Bon, déjà, premièrement, avant de commencer cette première partie sur Upland Kingdom, je vais vous dire ce que je sais. Je ne vais pas vous dire tout ce que je sais parce que c'est un jeu et on va pas y passer 2 heures. Là, ici, ce que je voudrais faire, c'est faire une présentation
en tout cas complète mais brève, des possibilités du jeu, de comment ça se passe, de comment ça se joue rapidement, et de donner un peu de perspective pour ceux qui n'auraient pas encore testé le jeu pour voir si c'est quelque chose qui peut leur correspondre ou non. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette petite partie. Donc ne m'en veuillez pas si s'il y a des choses que je n'ai pas dit, ne venez pas me trouver en disant ouais tu n'as pas parlé de la manière dont différents métiers sont rétribués en coin. Ben, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails là. Sachez simplement que dans Planned Kingdom vous avez dans le menu un guide qui explique déjà pas mal de choses et qui est relativement vite lu. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez un petit peu plus d'informations. Upland Kingdom, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se base sur Upland, donc c'est-à-dire que les propriétés que vous avez dans Upland se répliquent dans Upland Kingdom. Dans Upland Kingdom, vous avez les maps telles qu'elles existent dans Upland. Par exemple, là ici, vous avez la map de Los Angeles avec les différents types de terrains qui existent et qui sont répartis sur cette map. Donc ça, c'est déjà la toute première chose à remarquer si vous souhaitez vous lancer dans Upland Kingdom. Sachez qu'il vous faudra des propriétés dans Upland. Ça paraît débile, mais si vous venez de vous lancer dans Upland et que vous avez une propriété, sachez que ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous de vraiment déployer votre jeu et vraiment de pouvoir profiter de Upland Kingdom. Je dirais que vous devez avoir au minimum 5 ou 6 propriétés, je dirais, pour commencer une partie, et de préférence des propriétés de types différents. Donc quand je dis de types différents, je dirais que le mieux ce sont les plaines, les forêts, les steppes, où vous pouvez faire relativement ce que vous voulez. C'est toujours intéressant d'avoir une montagne ou une montagne gelée pour pouvoir mettre une mine ou une carrière pour pouvoir profiter de la pierre. Mais voilà, pensez à ça, pensez que vos propriétés doivent être du bon type pour pouvoir faire les constructions. Donc ça, faites un peu vos recherches Alors, là-dessus en fonction alors de non, ce que vous non, voulez. excuse-moi de te couper, mais Dis-moi. parce que t'as dit que c'était débile, et je pense que tu devrais clarifier ce que tu voulais dire par là, parce que ça peut être mal interprété. Non, ce que je dis, c'est que oui, euh, ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais pour jouer à Upland Kingdom, il faut jouer à Upland. Et pour jouer vraiment à Upland Kingdom, il faut avoir de quoi déployer sa partie. Donc, c'est-à-dire avoir du contenu dans Upland. Donc, c'est pour ça que je disais, si vous n'avez qu'une seule propriété, si vous êtes visiteur ou que vous venez de passer Uplander ou que vous êtes en voie de devenir pro et que vous avez une propriété dans une ville, une propriété dans une autre, regardez bien, connectez-vous sur Upland Kingdom, créez-vous un compte, jetez un coup d'œil, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent ou quoi que ce soit pour créer un compte, donc allez-y, jetez un petit coup d'œil et voyez si ça peut cadrer avec la partie Upland que vous avez en cours pour l'instant. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, tout à fait. Non, parce que même moi, je me suis dit, ah, peut-être que Nord trouve que c'est débile de connecter l'un et l'autre, alors que on Non, non, connaissait bien très loin de bien ton là. point de Non, 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 vue, non, 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 bien et ce loin n'est de pas là. le cas. Voilà. Bien loin de là. Non, non, c'était pas du tout dans ce sens-là qu'il fallait le prendre. Donc, dans Plain Kingdom, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous brosser l'écran rapidement. L'écran principal du jeu, en fait, est partagé allez, grossièrement en 4 parties. Donc, vous avez la première partie qui reprend la map ainsi que la ville sur laquelle vous vous trouvez. Pour information, d'ailleurs, vous ne pouvez avoir qu'une seule ville active sur Upland Kingdom. Si vous souhaitez activer d'autres villes, il faudra acheter un pack. Donc quand vous choisissez la première fois votre ville, soyez prudent et essayez de directement prendre la bonne ville. Ensuite, vous avez juste en dessous de la map une petite partie qui reprend vos ressources, donc vos pièces d'or, de cuivre et d'argent. Et vous avez 4 onglets qui vous permettent de faire des recherches pour éventuellement chercher d'autres royaumes, pour chercher d'autres joueurs, pour voir un petit peu comment les gens organisent leur partie. Vous avez un marché où vous avez fatalement toutes les ressources qui sont mises en vente pour des coins internes du jeu ou pour des UPEX. Et vous avez un store. Alors la différence entre le store et le market, c'est que le store permet d'acheter des avancées dans le jeu, alors que le market permet d'acheter des ressources. Quand je dis acheter des avancées dans le jeu, c'est acheter des paysans, c'est acheter des packs qui vous permettent de développer de nouvelles villes. Ça, ce sont les deux usages principaux du store pour l'instant. Je vous ai dit acheter des paysans. Pourquoi? Parce que votre royaume, au début, a un certain nombre de paysans. Je sais pas, est-ce qu'on voit ma souris nocive quand je fais ça?
J'espère qu'on voit ma souris Oui, on bouger. voit très bien, oui. Voilà, donc vous avez un nombre de sujets. En l'occurrence, moi j'en ai 70 et mon royaume peut en accueillir au maximum 340. Le maximum de sujets que vous pouvez accueillir dépend de la superficie totale des propriétés que vous avez dans cette ville, mais dépend également des constructions que vous avez réalisées dans Upland sur vos propriétés. Alors, ne me prenez pas trop au mot sur cette information, mais je pense que par living unit de bâtiments construits dans Upland, ça vous ajoute 5 sujets potentiels. Donc si vous construisez une propriété qui peut vous rapporter, mettons, 10 living units, donc où il y a 10 personnes qui peuvent habiter dans Upland, vous aurez 50 habitants potentiels en plus dans Upland Kingdom. Ça, c'est la première partie de l'écran, vraiment, l'entête du jeu. On descend un petit peu maintenant, et là on arrive vraiment dans le premier menu. Alors c'est un et un seul menu, mais je vous ai ouvert chaque onglet pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Donc qu'est-ce que c'est ce menu-là? En fait c'est un menu qui vous donne vos assets. Et vos assets, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos travailleurs, donc ça c'est le tout premier onglet, où vous pouvez voir le nombre de travailleurs total que vous avez, s'ils sont employés ou non, s'ils sont disponibles, si vous pouvez les utiliser. Le deuxième onglet ressources vous montrera vos ressources, la, la bonne blague, et ces ressources sont partagées entre, d'une part, alors, des ressources alimentaires, le granary, vous avez le stockpile qui là sont des ressources non alimentaires, et vous avez l'armurerie en troisième position. Faites attention parce que chacune de ces réserves a une place, a un nombre de places déterminé que vous pourrez faire évoluer bien entendu en construisant des bâtiments. D'ailleurs c'est mon cas, hein, vous avez mon granary, vous voyez que je peux aller jusqu'à 6400 unités de nourriture. Ce n'est pas du tout le cas de base. De base, me semble-t-il, c'est 2000, je pense. Je ne sais plus déjà. Mais en tout cas, surveillez ça pour ne pas arriver au bout de vos limites et devoir jeter vos ressources, ce serait quand même bête. Et le dernier onglet, c'est l'upkeep. Alors l'upkeep, pour ceux qui sont francophones, je ne sais pas trop comment on peut traduire ça. Moi, je dirais j'appelle ça l'entretien parce qu'à l'époque, je jouais à Magic the Gathering et l'upkeep dans Magic the Gathering était traduit par l'entretien. Donc c'est l'entretien de vos troupes en fait, hein. C'est combien vos troupes ont besoin de manger principalement. Et ça c'est le tout dernier écran qui est là ici en dessous. Donc vous voyez ici par exemple pour faire mon upkeep, moi j'ai besoin de 350 nourritures et j'en ai 1201 disponibles pour l'instant. Cette upkeep doit être faite au début de chaque saison. Il y a 4 saisons fatalement dans le jeu. Une saison dure 12 heures de mémoire, oui c'est ça, c'est 12 heures la saison. Donc en l'espace de 2 jours, vous avez passé un an. Ça veut dire que toutes les 12 heures, vous devez pouvoir payer vos frais d'entretien. Donc ça, c'est un enjeu évidemment éminemment important de Plain Kingdom, pouvoir nourrir ces hommes. Nocif, si tu as la moindre question ou si je ne suis pas clair, n'hésite pas. Je vais profiter d'ailleurs du fait que toi, Tout tu ne à joues fait pas. clair. Si je dis quoi que Non, ce c'est soit que ça. tu ne comprends pas, n'hésite pas à m'arrêter parce que je, Non, c'est tout à fait clair pour l'instant. Ensuite, nous avons la deuxième partie. Donc ça, c'était vos assets vraiment en termes de ce que vous avez vraiment, les ressources, les travailleurs et le upkeep. Le deuxième écran, c'est plutôt vos propriétés et ce que vous allez construire réellement et la manière dont vous allez développer votre village. Donc, dans le premier onglet, encore une fois, je vous ai fait 3 captures parce qu'il y a 3 onglets. Dans le premier onglet, Land, vous avez fatalement une liste de tous vos lands. Petite remarque, le nombre d'upsquares que font chacune de vos propriétés est très important parce que certains bâtiments ont des tailles fixes. Donc tant que vous avez de la place sur vos propriétés, vous pouvez construire. C'est d'ailleurs le cas de ma deuxième propriété ici. Vous voyez qu'il y a 50 upsquares sur les 66 disponibles qui sont pris. Vous voyez qu'il y a 3 constructions sur ce terrain. Donc vous pouvez construire de multiples constructions à une ou deux exceptions près, mais ça, encore une fois, allez voir dans le guide, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Et vous avez certains types de constructions qui peuvent être adaptés en fonction de la taille de votre terrain. Donc par exemple, les fermes, vous pouvez l'adapter à la taille de votre terrain. Si vous avez un terrain gigantesque, vous pouvez faire une ferme absolument gigantesque qui va produire énormément. Évidemment, la production va de pair avec des travailleurs, hein. Si vous avez un travailleur, c'est pas la peine de lancer une construction d'une ferme gigantesque, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter. Donc
essayez de travailler en cohérence en tout cas avec votre nombre de travailleurs disponibles. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Improvement, donc c'est l'onglet vraiment avec les constructions qui ont été faites. Dès que vous aurez quelques constructions, vous verrez des lignes apparaître avec le nombre de constructions et ça vous permet de retrouver facilement vos fermes, vos bâtiments de production, là où vous extrayez des ressources, vos bâtiments de stockage, d'entraînement, etc. etc. Dernier onglet, l'onglet Jobs. Alors l'onglet Jobs, c'est là où vous voyez là où sont attribués vos travailleurs. Donc j'ai pris un petit exemple ici. Vous voyez par exemple que ma première ligne ici, je suis en train de construire une stockpile pour augmenter la capacité des ressources que je peux stocker. J'y ai attribué un seul travailleur dans 171 jours temps du jeu, bien entendu. Hein. Dans 171 jours, ma construction sera terminée. Donc dans 171 fois 30 minutes, donc allez, on va dire dans 86 heures à peu près, ma construction sera terminée. Voilà comment vous pouvez répartir un petit peu les ordres de travail et, euh, et comment vous pouvez attribuer vos workers. Parce qu'évidemment, vous allez de temps en temps avoir envie que certaines constructions se fassent très vite. Donc, comme moi ici, vous allez attribuer énormément de workers. Pour la petite anecdote, j'étais en pénurie de pierres, j'étais complètement bloqué. Et donc, j'ai dû très rapidement reconstruire une carrière pour avoir accès à nouveau à de la pierre. Donc, voilà ce qu'il y a à faire au niveau des constructions. Dernière partie, donc je vous ai présenté l'entête, je vous ai présenté les ressources, je vous ai présenté le développement du village. Le dernier menu que vous allez avoir, c'est le menu de combat et de relations de pouvoir, je vais dire. Donc vous pouvez avoir dans ce premier onglet des vassaux. Des vassaux, ce sont des gens que vous avez attaqués et que vous avez, je vais dire, réduits à l'état de vassaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsqu'on est un vassal? Ça veut dire que on va devoir payer une taxe sur une partie des ressources financières qu'on arrive à générer dans le jeu, et on devrait également payer une taxe au niveau de la production des, euh, des ressources. Et dernière information, on se devra également, dans une certaine mesure, de protéger la personne qui est en notre contrôle à partir du moment où il se fait attaquer. Donc ça, ce sont un petit peu les mécaniques. Vous aurez très bien compris que dans l'idéal, il faut essayer de n'être le vassal de personne, parce que ça veut dire que vous allez être ponctionné d'une partie de vos ressources. Mais faut pas se leurrer, c'est très difficile d'esquiver ça. Pour l'instant, moi je suis toujours dans mes 3 premières semaines de jeu officiel, donc je suis toujours en protection entre guillemets, mais d'ici très peu de temps, je vais, à mon avis, me faire attaquer copieusement et devenir le vassal de certaines personnes. Donc je n'attends pas ça avec impatience, mais ça veut dire que moi, je pourrais attaquer également. Et pour ça, j'irai dans l'onglet Battle. Je vous ai pas fait de capture parce qu'il se trouve qu'il est vide chez moi, donc il n'y a absolument rien à voir. Mais dans l'onglet Battle, visiblement, on pourra avoir un compte rendu des différentes batailles qui auront eu lieu. Et on pourra aller par l'onglet Search que je vous avais montré dans l'entête tout à l'heure, on peut aller chercher des royaumes qui sont plus ou moins intéressants pour nous à attaquer, qui sont peu défendus, qui ont des ressources. Enfin bref, là après on peut faire ses recherches et voir un petit peu comment on peut tirer tout ça à son avantage. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Moi je pense que ce qui est intéressant c'est de parler des mécaniques. Donc les mécaniques, en gros, il y a la construction et le développement. Je vous ai fait quelques captures comme ça, vous voyez un petit peu l'interface du jeu qui est relativement simple mais plutôt plaisante et plutôt claire à partir du moment où on s'est mis un peu au jeu. Vous voyez ici les différentes constructions, par exemple, vous voyez qu'il y en a quand même déjà un certain nombre pour une première version du jeu, il y a quand même pas mal de types de constructions à mettre en place, avec à chaque fois des ressources différentes, un nombre de ressources qui dépendent également de la superficie du bâtiment. Vous voyez ici qu'il y a un slider qui vous permet d'ajuster la superficie du bâtiment que vous allez construire. Je vous ai dit que certains bâtiments peuvent être ajustés, donc c'est comme ça que ça se profile. Et d'ailleurs, ça c'est quand vous souhaitez construire sur une propriété, mais vous pouvez également récolter sur une propriété. Donc là, au lieu de vous mettre sur le menu Construct, ici vous allez vous mettre sur le menu Harvest, qui va vous permettre de récolter. Et la propriété ici, en l'occurrence, que je souhaitais récolter, proposait des baies, de la viande de cerf et des arbres. Donc
là, vous choisissez ce que vous voulez récolter, vous faites glisser le slider, vous assignez des travailleurs et c'est parti, vous récoltez. Donc ça c'est vraiment la mécanique qui vous permet de développer votre village, de créer des constructions, de ramener également des paysans, parce que plus vous vous développez, plus vous allez avoir des nouveaux paysans qui, au détour des routes, vont tomber sur votre ville, vont la trouver intéressante et vont décider de s'y installer. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu éminemment important. Vous avez en deuxième mécanique, je dirais, le market et le store. Je vous ai dit que vous pouviez recruter des paysans via le store tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous faites glisser le slider. Vous avez droit à 50 paysans recrutés par semaine qui vous coûteront 5250 pex par tranche de 10. Donc si vous voulez 10 paysans, c'est 5250 pex. Ça se paye directement à l'intérieur de Plend, et pour ce faire, vous devez simplement déplacer votre bloc Explorer vers un des dev shops de Plend Kingdom pour que le transfert puisse s'effectuer. Ça, c'est pour ce qui concerne le store. Pour ce qui concerne le market, vous avez ici une petite vue du market. Vous pouvez sélectionner la ressource que vous souhaitez vendre. Toutes les ressources y sont. Vous pouvez vendre en EPEX ou en coin maison. Et d'ailleurs, vendre ou acheter. Si vous êtes en difficulté dans votre partie, vous pouvez toujours acheter sur le market, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je voulais mettre un petit peu l'accent sur la vente parce que c'est là que la mécanique de jeu se joue réellement. Je pense que c'est là où les gens vont réellement essayer de tirer leur épingle du jeu et de bénéficier un petit peu de Planned Kingdom, à court terme en tout cas. Ça, c'est mon ressenti personnel. Donc, surveiller un peu les prix sur le market, c'est un vecteur supplémentaire pour gagner des EPEX, donc toujours intéressant à prendre en compte. Et la dernière mécanique de jeu qui, selon moi, est intéressante, ce seront les luttes de pouvoir. Alors, je n'y suis pas encore. Je ne peux donc décemment pas beaucoup vous en parler. En plus, d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal de fonctions qui sont encore en développement et qui devraient arriver dans les prochains jours. En tout cas, avant le 8 août, je pense. Parce que le développeur de Plain Kingdom a dit qu'il était dans une période de chômage pour l'instant et qu'il a retrouvé du travail à partir du 8 août. Donc tout son temps pour l'instant est dédié à Plain Kingdom et à partir du 8 août, on va retrouver un rythme de développement un peu plus raisonnable, un peu moins déchaîné que ce qu'on connaît pour l'instant, parce que il faut quand même dire que ce projet est sorti de terre relativement rapidement et que tout ça est plutôt efficace et fonctionne plutôt bien. J'ai pas eu beaucoup de bugs, j'en ai même pas eu du tout en fait. Et les rares bugs que j'ai eu sont dus aux mécaniques du jeu. Par exemple, j'avais attendu trop longtemps sur l'écran, j'ai voulu lancer une action, il m'a dit voilà, on est passé à un autre jour, donc merci de recharger. J'ai rechargé la page et voilà, c'est typiquement le genre de bug, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai rencontré. Maintenant, en termes de conclusion, je dirais que si vous êtes débutant, parce que c'est vraiment pour ces gens-là que je vais parler, je pense que si vous avez essayé un tout petit peu Plain Kingdom, j'ai pas dû vous apprendre grand-chose aujourd'hui, mais si vous souhaitez vous lancer, je vous inviterai d'abord à vous créer un compte, à vérifier que vous avez au moins sur une des villes disponibles. Je pense qu'il y a 5 villes disponibles. Alors là, évidemment, j'ai plus les noms en tête, mais de mémoire, il y a Los Angeles, Las Vegas, Arlington, euh, et il y en a deux autres, je n'arrive pas à retomber, mais je pense que le chat pourrait peut-être me donner un petit coup de main. Je pourrais peut-être vous donner les deux noms avant. Dallas, voilà, et encore un dernier, je pense, mais je pense il devrait tomber. Donc, créez-vous un compte, regardez les différentes villes, sélectionnez bien. Si vous voulez commencer directement, vous allez recevoir un pack au début avec qui comprend quelques paysans. N'acceptez pas ce pack avant d'être certain que c'est la ville où vous souhaitez vous installer, sans quoi vous allez devoir passer par un achat de 5250 pex pour débloquer un nouveau pack et ouvrir une nouvelle ville. Donc ça, ce serait le premier conseil que je vais vous donner. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est vérifier bien dans les propriétés que vous avez au moins une propriété qui vous permette de construire une carrière, sans quoi vous allez vous bloquer au niveau de l'accès aux pierres, et l'accès aux pierres est quand même relativement stratégiquement important. Vous allez également vous bloquer les mines, qui vont vous bloquer les minerais de fer, qui vont vous bloquer les forges, qui vont vous bloquer les armes, qui vont vous bloquer le combat. Bref, vous avez compris, tout ça est évolutif, donc essayez de vous ouvrir des portes aux différentes ressources.
Autre fausse bonne idée, et je vais en terminer là, je pense, parce que ça sert à rien non plus de donner trop d'instructions, mais autre fausse bonne idée, c'est de se dire qu'on commence le jeu et on achète énormément de paysans. Achetez petit à petit. Parce que si vous achetez beaucoup de paysans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir payer leur entretien, ils vont vous coûter des ressources, vous n'allez pas pouvoir les payer au début parce que vous n'aurez pas encore la ferme construite. Une seule ferme ne subvient pas forcément aux besoins de tous vos paysans. Donc voilà, il y a une phase un peu de recherche, d'ajustement pour pouvoir trouver un équilibre et pour ne pas vous lancer dans des constructions disproportionnées par rapport à votre nombre de paysans. Les paysans arrivent également à un rythme plus ou moins soutenu, donc surveillez ça, vous ne laissez pas attraper. Et je pense que là, vous avez déjà une première vue, en tout cas suffisamment large pour savoir si ce jeu vous intéresse ou pas. Et en conclusion, je dirais que c'est quand même une nouvelle manière de profiter de l'économie de Plend. Donc ça peut être intéressant. Ça se calcule comme n'importe quel investissement sur Upland. D'ailleurs, il y a un seuil de rentabilité qui est presque impossible pour moi d'ailleurs de définir parce que ça dépend éminemment du nombre de propriétés, des choix que vous faites, de ce que vous voulez construire, de quelle stratégie vous mettez en place. Mais on ne manquera pas en tout cas de vous faire un retour dès qu'il y aura de l'évolution dans Upland Kingdom, dès qu'il y aura des nouvelles fonctions qui vont sortir, on ne manquera pas de vous en parler. Et voilà à peu près ce que j'avais à en dire. Nocif, est-ce que en tant que noob sur Upland Kingdom, est-ce que ça te paraît clair? Est-ce que tu aurais des questions? Non, non, complètement, ça me paraît très très clair. Je pense que ton analyse et ta description et tes petits tips sont de toute valeur. Alors oui, bon, moi voilà, je suis hors de tout ça, donc je ne vais pas pouvoir te dire à quel point ce que tu as dit est vérace. En revanche, c'était très clair. Écoute, là ici, je suis vraiment resté sur des bases du jeu, donc je suis à peu près sûr de tout ce que j'ai dit, si ce n'est l'histoire des living units quand tu construis dans Upland, combien de population ça peut te ramener vraiment en potentiel. Là, je suis un peu moins sûr de l'information, mais pour le reste, je suis sûr de ce que je dis. Je dirais aussi que c'est un jeu, mais c'est un jeu qui a un but finalement mercantile. Donc, surveillez les marchés, surveillez un petit peu les prix des choses. N'hésitez pas à bien fouiller le store si vous souhaitez acheter quoi que ce soit. Moi, j'ai vendu en OPEX. J'ai vendu déjà des pommes de terre, pour ceux que ça intéresse. Je suis dealer de patates. Mais ça vend bien à partir du moment. En fait, c'est comme Upland. Si vous pricez correctement, si vous pricez à un prix décent, ça vend. Et vous recevez immédiatement via l'escroc l'argent dans votre compte Upland. Ça fonctionne Du coup, vraiment très très bien. Ouais, c'est. je me demandais d'un avis externe, est-ce qu'il y a déjà des fonctionnalités qui permettent, enfin, où il y a de l'intérêt à créer des coalitions, travailler ensemble, créer une communauté qui se serre les coudes et qui potentiellement peut, voilà, encaisser plus facilement voilà, des attaques, ce genre de choses, des problèmes sur les marchés, être plus Alors, complémentaires, voilà, toi, en travailler fait, en groupe pour ce l'instant. dont tu parles, toi, ce sont les alliances. Les alliances, pour l'instant, ne sont pas encore implémentées. Du moins, pas que je sache, à moins que ça n'arrive avec le déblocage des combats. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est une fonction qui n'est pas encore implémentée. C'est une fonction qui arrivera. Maintenant, le seul côté un peu social que tu puisses jouer dans Upland Kingdom, c'est essayer de faire du networking auprès des gros joueurs pour qu'ils ne t'attaquent pas et que tu ne te retrouves pas vassal. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre de social pour l'instant dans ce jeu. Mais je ne doute pas que ça arrivera, parce que c'est une évolution logique. Oui, Et voilà, je viens de ça a voir tout à d'ailleurs fait dans le sens. chat qu'on avait Rascar qui nous avait demandé si quelqu'un avait déjà réussi à vendre en Apex. Oui, moi j'ai vendu en Apex et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance si vous voyez là une possibilité de devenir producteur de pommes de terre et me faire de la concurrence sur les ventes de patates, n'hésitez pas, venez tester. Mais tu comptes faire des frites avec tes patates à un moment ou c'est comment? Alors non, parce que pour l'instant, tu seras heureux de savoir que les frites ne sont pas encore disponibles, mais je fais des soupes. Je crafte de la soupe.
Parce que voilà, encore un petit tips, allez pour ceux qui veulent se lancer, regardez bien au niveau des- du chaudron de cuisine pour commencer, hein. Après, évidemment, vous pouvez construire une cuisine, mais le chaudron au début vous permet de concocter des petits plats, notamment des soupes. Et pour le jeu, ça a un intérêt tout particulier parce qu'en fait, vous optimisez vos productions. Ça s'appelle, oui, c'est vrai, Rascar. Dans le chat, on me dit que ça s'appelle le cookpot. Donc, si vous êtes intéressé par ça, regardez à cookpot. C'est un chaudron de cuisine. En fait, vous avez la possibilité de fusionner 20 carottes, 20 betteraves et 20 pommes de terre avec 10 morceaux de bois pour faire du feu. Donc en fait, vous arrivez à mobiliser 70 ressources pour créer 100 ressources de soupe. Donc vous pouvez optimiser un petit peu vos ressources de cette manière et ça vous permet de nourrir un peu plus facilement vos recrues. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à la cuisine. Voilà, voilà. Et ceci clôture cette petite présentation de Plain Kingdom qu'on étoffera probablement avec le temps, mais ça clôture également notre live de ce soir. Nocif, est-ce que tu as vu passer des questions dans le chat? Non, pas vraiment. Voilà. Ben, écoutez les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, c'est le moment, c'est l'instant. Et sinon, Nocif, bah écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais préciser en dehors de Plain Kingdom pour clôturer le live ou, Oui, alors un petit clin d'œil à nous-mêmes, un petit peu, on va dire. Donc, il y a Howard Beach donc, qui vient de décrocher voilà, la collection. Ça vient d'être annoncé par Upend. Et donc, du coup, ça fait passer Red Hook en sixième position. Youpi! Ok, super. Bah écoute, c'est bon signe ça, hein, ça monte petit à petit. Oui, ça fait un petit bonhomme de chemin. Alors on a dans le chat, on a quelqu'un qui nous demande à quand le live sur Uplandia. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une petite présentation durant un live, mais si ça vous intéresse et s'il y a de la demande, il n'y a pas de souci. Moi je peux vous faire une petite présentation sur Uplandia, je suis dessus aussi. Pour tester encore une fois, j'ai pas une partie très avancée, mais je pense en avoir vu suffisamment pour pouvoir en tout cas présenter aux débutants comme je l'ai fait aujourd'hui pour Upland Kingdom. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, mettez-nous un petit commentaire dans les commentaires de YouTube ou mettez-nous un petit commentaire dans le général de Discord et on fera le nécessaire si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Nocif, on s'en arrête là pour aujourd'hui? Mais oui, je pense qu'on a fait le tour de quand même beaucoup de choses, n'est-ce Ben pas? ouais, pour un live où il y avait finalement peu de news Upland, on avait quand même pas mal de choses à dire finalement, hein. Mais oui. Bon, bah écoute, je vais passer en mode métaverse. Je te souhaite une très bonne semaine, Nocif. Mais oui, une très bonne semaine à toi et à toute cette magnifique communauté. Je te dis à la Et semaine à la semaine prochaine, prochaine, à mercredi, en et forme. bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Ciao les gars. Ciao, bonne semaine. Ciao. Ciao, ciao.